Salut à tous, épisode 5 avec les Detroit Pistons. Alors je rappelle très brièvement les contraintes du défi qui m'a été posé. C'est faire renaître en quelque sorte une équipe à l'image de celle qui avait eu 2 titres en 1989, en 1990, qui a été finalement légendaire pour cette franchise. Ressembler à cette équipe de la fin des années 80, avec Joe Dumars, etc., plutôt que à celle de 2004, d'accord. C'est pas qu'on n'aime pas celle de 2004, simplement que là, c'était le concept. Donc, toutefois, on a bâti autour de Bamba Isaac, Josh Jackson, Jaylen Brown, Ja Morant, avec un sixième homme, Cam Reddish, qui est censé apporter du scoring, et on est allé chercher un titre l'année précédente. Très bien, les joueurs ont progressé à l'été, je voulais montrer dans l'épisode précédent, donc je reviens très très rapidement sur tout ça. Évidemment qu'avec une telle équipe, c'est-à-dire des mecs qui ont moins de 25 ans pour ce qui est du 6 majeur, si j'ose dire, eh bien évidemment que vous êtes là, vous dites ça ne peut que progresser, donc on a pris le titre, quelque part ce serait juste normal et évident de prendre le titre suivant. Bah honnêtement, moi je dirais pas ça. Moi je dirais pas ça du tout parce que nos vétérans, vous avez vu, ils servent à mentorer très très clairement dans NBA 2K, avec le mentoring qui est arrivé en 2019. Mais moi je dirais pas du tout que le titre est dans la poche. Déjà parce que il y a à l'est une équipe qui est totalement incroyable, c'est les Sixers. Les Sixers qui nous ont donné un fil à retordre incroyable en finale de conf l'année précédente. C'est l'équipe vraiment phare avec Kevin Durant qui est là en plus de Ben Simmons, Joel Embiid. Il y a même, je crois, Toby Harris. Bref, ils ont un banc qui est pas nul. Ils sont vraiment très très durs à prendre. Et en marge de ça, évidemment, il n'y a pas que les Sixers, il y a aussi les Celtics. Celtics qui avaient re-signé Kyrie Irving avec aussi tout ce qu'on peut imaginer qui se développe autour. Et puis Celtics notamment, donc amputé de Jaylen Brown puisqu'il est avec nous, mais qui ont récupéré dans l'affaire à l'époque, qui avait récupéré Kevin Love. Et on avait vu que ça en faisait une équipe probablement encore plus redoutable parce que plus forte sur les postes 4 et 5 avec une raquette à Ford, Kevin Love, c'est quand même pas mal. En plus avec éventuellement d'autres, un grand comme ça qui peut rentrer et faire une rotation à 3 à l'intérieur, donc très très intéressante. Et puis voilà, une nuée d'autres équipes qu'on observe attentivement et dont on a hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. En premier lieu, évidemment, les Raptors. Raptors toujours à suivre. Pourquoi ? Déjà pour une très bonne raison, c'est que Kawhi Leonard, il a re-signé du côté des Raptors. Donc à partir de là, ça en fait nécessairement une équipe de laquelle on doit se méfier incroyablement. Il n'y a même pas à hésiter. Elle est en fait super proche de celle qu'on connaît. Kyle Lowry, Pascal Siakam, Serge Ibaka, Marc Gasol. Ben voilà, on est vraiment dans le truc. La seule chose qu'ils ont réellement ajouté, c'est un rookie qui s'appelle Hero. Je le connais mal. Classe de draft 2019 a priori. Je connais pas bien ce gars-là. Je connais pas, je vais pas faire le type qui connaît des choses alors que c'est pas le cas. Mais on peut trouver des descriptifs de ce type dans les mock drafts, aussi sur les sites spécialisés. Voilà, moi je suis allé lire un peu, et c'est vrai qu'il ressemblait avec ce profil de shooter, combo shooter, un peu. C'est tout ce que je sais sur lui. Il a l'air intéressant. Il a l'air franchement intéressant. Regardez, marrant, Cam Reddish. Cam Reddish, il artille. On n'hésite pas. Il faut dire que, franchement, je lui donne du ballon. Je vais être très franc. Cam Reddish, je l'alimente. J'aime assez l'idée d'avoir un sixième homme qui soit franchement bien pourvoyeur en points, quoi. Donc Cam Reddish, je lui file pas mal de shoots. Il est du style 27 minutes sur le terrain, quelque chose comme ça. Et je lui donne un nombre de ballons assez important. Il a un usage rate, comme disent les Américains dans les stats avancés, un usage rate qui est
à mon avis, pas loin des 35%. Bon, ça fait partie du deal, hein, ça fait partie du projet d'avoir comme ça un type qui joue un rôle super important en sixième homme, voilà. À côté de ça, c'est vrai que un Pat Beverly, un Dwayne Dedmon, un Thaddeus Young, qui sont nos 3 vétérans vraiment importants, hein, qui ont du temps de jeu, sont évidemment réduits à un peu plus faire les poubelles. Surtout Dedmon et Young, hein, s'ils ont le rebond offensif, ils ont le droit de remonter. De temps en temps, je fais un petit système pour eux, mais c'est quand même, regardez, voilà, là on a trouvé une jolie combinaison Beverly pour Dedmon avec un départ au poste haut. Voilà, donc il y a des vraies possibilités, mais honnêtement, je donne un petit peu plus de ballon à mes jeunes. Après, voilà, je joue contre les Bulls. Alors les Bulls, c'est intéressant, hein, parce que les Bulls, c'est quand même une des équipes bien rivales des Pistons. Hein. Et puis il se trouve que on a plutôt de la chance dans cette partie parce que les Bulls version cette partie-là, hein, contrairement à d'autres types de parties où en fait ce qui détermine vachement de trucs, c'est la draft 2019. Hein. Ils avaient obtenu. J'avais fait un commencer maintenant en démarrant là actuellement en playoff. Donc forcément les Bulls ils avaient eu un bon tirage. Ils avaient pris R.J. Barrett et puis après il y avait un trade qui s'était monté. C'est pas moi du tout. Qui s'était monté par l'IA avec Mike Conley. C'est génial pour eux. À partir du moment où ils ont un meilleur meneur que Chris Dunn, ça me fait mal au ventre de dire ça parce que je suis un immense fan de Chris Dunn, mais je suis obligé de reconnaître que s'ils ont Mike Conley, c'est quand même autre chose. À partir de là, ils sont vraiment bons. Et on a vu dans l'année précédente qu'ils avaient été demi-finale de conf, ils étaient super forts, quoi. Donc voilà. Après, justement, on parle de Mike Conley. L'équipe dont il provient, c'est les Memphis Grizzlies. On se régale au contre face à eux. Mais attention, c'est une équipe super intéressante. C'est pour ça que je vous la montre, c'est parce que elle est plus que sérieuse. Il y a un géant à 85 au moment où il est drafté. Donc attention, hein. Ce n'est ni Alex Len, ce n'est pas Valanciunas, mais c'est encore une fois un pivot blanc comme ça. Hein. Vous allez le voir, il apparaîtra de ci, de là, il est déjà un petit peu apparu. Voilà, c'est le numéro 0 là qui est en défense. C'est ce Franklin. Donc je répète, 85 d'overall, 21 ans, il a été drafté il y a peu. Puis évidemment, ils ont Jaren Jackson Jr. C'est marrant, ils ont pris Forbes. Ils ont Anderson par contre qui est sur le banc. Donc ils ont une raquette bis Valanciunas Len qui fait des dégâts au rebond offensif, ça on s'en doute bien. Que dire d'autre? Ils ont un meneur de jeu qui est assez excitant, un dénommé Cole Anthony. Cole Anthony, c'est pas n'importe quoi, c'est pas de la mauvaise cam. Cole Anthony, c'est du top meneur à venir. On se méfie beaucoup, je lui ai mis sur la fin de là bon ça se voit pas trop, mais sur la fin de match je lui ai mis Jaylen Brown sur le dos parce que c'est comme ça, hein, quand j'ai un meneur très fort ou bien un arrière très fort, voire même parfois l'ailier, hein, je mets Jaylen Brown en mission défensive, hein, parce que c'est mon meilleur défenseur extérieur et il fait un sacré boulot. On n'a pas fini de le voir dans cet épisode. Donc chantier de Jackson. Et puis il se passe un truc en NBA. Attention, ouais, coup de tonnerre. Pat Riley a racheté le Miami Heat. Il a racheté le Miami Heat, vous allez dire, mais on s'en fout. Pas vraiment. On s'en fout pas vraiment parce que il était un peu limité dans ses actions jusque-là. Il se met à annoncer pas mal de changements et aïe, ça pourrait envoyer du trade, ça pourrait bouger en NBA, ça pourrait encore donner un petit peu de relief à cette conférence Est. Pat Riley, il va s'appuyer sur James Wiseman qu'ils ont drafté il y a peu, un énorme prospect IRL. C'est quelqu'un qui est annoncé pour la draft 2020, James Wiseman.
C'est un pivot de l'an 2020, hein, ça c'est phénoménal. Dans la foulée, il va se faire quelques petits ajustements là. Il va se faire quelques ajustements parce qu'il veut renouer avec un très vieux rêve. Le fameux rêve de Pat Riley, vous le connaissez, c'est avoir un 5 majeur, hein, composé de 5 types qui font environ 2,05 m, ou en tout cas dans ces eaux-là. C'était un vieux truc, une vieille chimère dont on parlait à l'époque. Bon, maintenant il est GM, il est plus entraîneur, mais Pat Riley, alors que bon, il muscle un peu son truc avec 2-3 vétérans histoire de mentorer, équipe axée autour de Wiseman, de Winslow Richardson, de aussi quelqu'un de très intéressant, le backup Mitchell Robinson qui avait atterri du côté du Heat. Ne me demandez pas pourquoi. Il y avait des tas de trades qui avaient été assez incroyables. On sait qu'il y a Goran Dragic qui joue un rôle de backup meneur mentor dans cette équipe-là. Il a rétrogradé, il a 74. Ben oui, on a avancé, hein, le jeu il a avancé. Il y a un Paul Millsap qui a été recruté pour encore une fois un petit peu aider les jeunes. Et puis je crois il y a beaucoup, de la part de Pat Riley toujours, beaucoup de choses, beaucoup d'espoir pardon, sur quelqu'un qui s'appelle Nassir Little. Nassir Little, donc c'est un prospect 2019, hein, celui-là, on va le voir partir à la prochaine draft là, dans quelques semaines maintenant. Nassir Little, qui, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, se présente lui-même, s'annonce lui-même comme un potentiel futur Kawhi Leonard. Ah, ok, d'accord. Bon, ben, mon grand, si t'es un potentiel Kawhi Leonard, on va te regarder de près. Vous avez vu, j'ai aussi constaté là qu'il y a Vernon Carey Jr. C'est un intérieur. Je l'ai étonné que le jeu le mette en poste 4 parce que je l'avais précédemment vu pas mal. J'ai vu parler de lui comme un pivot. Mais bon, Vernon Carey, donc il vient comme ça compléter cette rotation avec du grit and grind, hein, très très clairement. Donc en fait, ça nous fait un concurrent des Pistons, super ambitieux aux dents longues, qui rend visite à des Suns emmenés par Darius Garland. C'est intéressant, on parle beaucoup de Darius Garland, qui serait une cible potentielle à la prochaine draft des Phoenix Suns. Hein, c'est quelque chose dont en tout cas on parle, une association avec Devin Booker, à qui il ne boufferait pas trop le ballon, qui serait peut-être une association sympa à avoir, puisqu'on a vu que Booker en combo, hein, en poste 2 et 1, bah, poste 1, c'est pas trop son truc quand même. Donc Phoenix va devoir avoir un meneur, donc voilà, l'occasion de voir un peu des trucs. Ah oui, alors le 5 majeur, il est à plus de 2,5 m, il les avoisine, on va dire. Et par contre, il y a quand même encore un Dion Waiters qui a gardé du temps de jeu. Il lui reste un an de contrat. Pat Riley n'a pas réussi à l'échanger. Donc on va finir avec lui. Il a voulu faire des trades réalistes également. Il n'a pas voulu faire des trucs où il arnaquait l'IA. Vraiment loué soit ce Pat Riley. Grâce à lui, on va avoir une partie encore plus intéressante. Allez, Wiseman à 3 points. Mythique, le mec shoot de partout. C'est un mutant athlétique, physique. Ah ouais, mais quand même, là, face au pivot remplaçant, parce que ça vous aura pas échappé que DeAndre Ayton n'est pas là. Face au pivot, oh là, super passe pour Garland, énorme, qui vient nous daguer. Face au pivot remplaçant Kerr, qui a été en échec là sur ce shoot, qui aura été décisif pour une défaite au final du 8. Nouvelle version. Ah là là, bon bah il y a du boulot, hein. Écoutez, c'est bien, cette équipe va peut-être nous faire trembler à l'avenir, c'est plutôt une bonne chose, car Richardson un peu en perdition. Et puis bah nous, tranquillement, du côté des Pistons, on enchaîne avec les Charlotte Hornets, où Kemba Walker est toujours le franchise player, entouré par des joueurs, un petit peu de brick et de broc. Vous avez vu, c'est intéressant sur les pick and roll, je fais sortir Bamba souvent. Et ben déjà que Walker, il a un bon défenseur sur le dos, si en plus vous lui mettez Bamba alors qu'il reste 2 secondes pour shooter, bah voilà, 24 secondes. Après, petit festival Reddish, que ce soit au shoot, que ce soit également à la pénétration. Jaylen Brown prouve qu'il est toujours là et toujours efficace en sortie d'écran. Voilà, toujours sur ce bon vieux quick floppy qu'on aime tant.
Mais attention, quand ça joue très rapidement, on se fait un peu avoir. Vous voyez, il y a toujours Jaylen Brown sur Walker, ce qui l'oblige en fait à lâcher le ballon. Et moi, je donne ces shoots-là. Je préfère donner des shoots comme ça à des types qui sont pas très très adroits, quitte à les encaisser, hein, quitte à ce que le mec les mette, hein, sans problème, mais en évitant que le ballon, dans des situations comme ça de fin d'horloge, il échoue dans les mains d'un Kemba Walker, cette équipe-là. Regardez, prise à deux sur Reddish, très très bête de l'IA. Hop là. Évidemment, il y avait Thad Young qui était totalement libre. Ballon à Isaac qui va trouver jolie combinaison avec Reddish. Honnêtement, ça va. Le jeu offensif, il est correct. Déjà que le jeu défensif, il est plutôt bon. On est plus que correct offensivement. Et puis, évidemment, on prend un max de points sur des contre-attaques avec des joueurs supra-athlétiques, très rapides, qui terminent fort au cercle. Bref, j'ai nommé l'équipe à Isaac, hein, parce que c'est quand même... Moi, je prétends que c'est quand même lui le franchise dans le lot, là. Même si, honnêtement, Moran, Jackson, Brown, Bamba, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Donc, voilà pour ce match. Et on va les rejouer directement dans la foulée, les Hornets. On va les jouer chez eux cette fois-ci. Voilà. Et j'aime pas trop jouer 2 fois d'affilée contre la même équipe. Je trouve que c'est un peu lourd parce que soit, ce qui arrive souvent quand même, vous gagnez le premier et du coup c'est un peu en relâchement par rapport au second et vous pouvez vous faire un peu embêter. Soit, voilà, ça finit en blowout ou en truc, blam, allez tiens, prends-toi ça, et à l'arrivée vous prenez pas vraiment de plaisir. En plus les Hornets, honnêtement, parce que je vais pas jouer 82 matchs, les Hornets c'est pas un truc qui m'arrange trop. En même temps, pourquoi est-ce que je joue des matchs comme ça au début? Parce que je commence à la connaître l'équipe, hein, donc on va dire voilà, ça va, c'est bon. C'est pour une bonne raison, c'est que j'aurais bien envie d'avoir un de nos joueurs All-Star en fait. Voilà. Et je sais que comme les votes démarrent au 1er décembre, en tout cas c'est là qu'on peut voir les premières tendances dans NBA 2K, c'est peut-être intéressant de se laisser la possibilité d'avoir, je ne sais pas moi, un Bamba éventuellement dans la course pour être All-Star, surtout qu'on est à l'Est, il y a peut-être moyen, ou qui sait, un Isaac, bon, on verra bien. Et puis, à ce stade-là, de nouveau, tiens, encore quelqu'un qui fait parler de lui, c'est pas possible, mais il va nous saouler encore longtemps, celui-là, là. On va botter les fesses de beaucoup d'équipes, et on sera champion dans les 3 ans, déclare Pat Riley. Oh, Pat Riley, il est enthousiaste, hein, il est content, hein. Il est content, il a le moral, hein. Donc, tiens, on va voir ce que ça donne du côté des Lakers. Voilà, avec une équipe des Lakers. Honnêtement, je vous en ai déjà parlé, hein, dans cette partie, une équipe des Lakers qui est, en tout cas, assez intéressante à regarder. Pourquoi ? Pour une bonne raison, c'est que ça fait 2 années d'affilée qu'elle rate les playoffs. Honnêtement, elle jouait sans pivot de valeur suffisante. Et puis, donc voilà, rate les playoffs. Et pourtant, vous regardez l'équipe, le 5 et même d'ailleurs certains remplaçants, hein, mais c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que leur 5 majeurs, c'est Lonzo Ball à 86 ou quelque chose comme ça, alors qu'il y a LeBron James qui apprend à faire connaissance avec Mitchell Robinson, voilà. Donc LeBron James au poste 3, Kyle Kuzma au poste 4, Klay Thompson au poste 2. On a ce DeAndre Hunter, vous savez, hein, prospect 2019, hein, celui-là. Hein. Celui-là, c'est pas n'importe qui, hein, il va être drafté assez haut, hein, cet été. Il va être top 10, hein, très clairement, DeAndre Hunter. En tout cas, c'est parti pour. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que les Lakers l'ont, parce qu'ils devaient avoir un choix de draft à l'époque qui devait leur permettre de drafter top 10. En tout cas, loterie, c'était sûr, puisqu'ils n'étaient pas allés en play-off. Et dans la foulée, donc il y a aussi Josh Hart, il y a
quelqu'un de fort intéressant sur le poste 1 et il s'est bien développé, même si dans les parties ça dépend en fait. Ça dépend. Vous pouvez observer un bon développement de ce gars-là et des fois un développement assez inexistant. C'est celui qui a la balle, c'est Isaac Bonga. Alors on sait que les Lakers l'avaient drafté deuxième tour 2018, puis Bonga il a jamais existé quasiment hein, dans la rotation, et là c'est le dagger. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ils ont chopé un pivot là, c'est le 45, c'est Stewart. Alors Wiseman il est tellement fort dans la raquette qu'il arrive quand même à des moments à exister face à lui, mais ils ont ce Stewart, et au moment où Stewart met ce 3 points, j'ai eu envie de pleurer, j'ai envie de pleurer tellement, je m'attendais pas à ce que ce grand gaillard, rookie, shoot à 3 points de cette façon-là. Bref, dans la foulée, tant qu'à être à Los Angeles, il y a enchaînement pour le hit, avec une visite du côté des Clippers, on change pas de salle, et bon, on change pas non plus une équipe qui perd du côté de Miami. Regardez Thomas Bryant aussi dans le genre pivot, mais ça on le sait. Si on a regardé un peu des matchs de saison régulière avec Washington, on sait que Thomas Bryant, ça shoot à 3 points. Alors après c'est pas Steph Curry, mais ça shoot à 3 points, donc pas de surprise. Regardez, par contre surprise, ce Owens. En fait, il a 74 d'overall. Il est associé dans le backcourt, pardon. Il est associé à Nico Mannion, là, qu'on a vu prendre un shoot à l'instant, pas représentatif de son match, parce qu'en fait, il a été excellent, Mannion. Mais bon, là, sur ce match-là, sur cette fin de match, excusez-moi, du match, hein, sur cette fin de match, il a raté un ou deux shoots, puis il est quand même pressenti pour être le man of the game. Et voilà, ce qui se passe, c'est que Nassir Little vole un ballon à Middleton. Derrière, petit pick and roll, hop là, petit pick and roll Millsap Little. Pick and roll, pour le coup, ouais, bien justifié, puisqu'en fait, on a le poseur d'écran qui a vraiment roulé vers le cercle. En l'occurrence, Little qui vient mettre un panier qui est en fait quasiment le panier de la gagne, hein, puis derrière il y a interception, tout ça, lancer franc. Bref, on les connaît ces fins de match. Donc Mannion, 42 points. Donc on comprend tout à fait pourquoi les Clippers ont laissé partir Shai Gilgeous-Alexander, parce qu'en fait ils avaient un prospect qui visiblement était encore meilleur, ou en tout cas qui voulait développer à sa place. Ok, donc le transfert de tout à l'heure, hein, de début, milieu, de prise de fonction totale de Riley, c'est-à-dire il a plus un proprio au-dessus de lui pour lui dire non mon grand, ça on le fait pas, et du coup en fait il se sent limité, maintenant que le proprio fait ce qu'il veut. Et la prise de Riley, ça avait été quelques trades, je vous ai montré, et ces trades sont pas si délirants hein, quand on regarde ensuite les équipes concernées. Je vous montrerai encore une ou deux équipes impliquées pour voir que ça avait du sens, pour voir vraiment que je déteste faire des trades de merde en fait. Et j'ai besoin qu'il y ait quand même un petit peu de gagnant-gagnant, même beaucoup de gagnant-gagnant dans les trades. Là, attention, le alley-oop sur un match en plus relou, sur un match bien relou du côté de Orlando, qui n'a pour ainsi dire pas de vraie star en fait. Vucevic, Aaron Gordon, mais qui m'a pris à la gorge comme ça. Oh là là, j'ai vraiment été en situation à un moment donné de me dire ça va être paumé cette histoire-là, elle va être paumée quoi. Tellement ils m'ont gonflé. Ils m'ont gonflé, et donc sur le tard, notre raquette Isaac Bamba prend le dessus. Il y a eu un bon Josh Jackson, il y a eu aussi une contribution super intéressante de Reddish, mais on commence à en avoir l'habitude. Puis en face, voilà, Dinwiddie, Johnson, ça... Ah, franchement c'était relou. Avec notamment un Isaac qui n'était pas du tout en réussite, enfin bref, il y avait vraiment du fil à retordre sur une équipe a priori franchement pas dangereuse. On passe aux Suns, intéressant le duo Garland-Booker, je vous ai déjà montré tout à l'heure, avec un joueur qui manque, c'est DeAndre Ayton, il est remplacé par un pivot jeune qui s'appelle Kirk, et en fait on va les prendre à la gorge dès le départ. Prise à la gorge totale, avec, je crois, leurs 4 premières actions offensives qui ont terminé, soit, là on voit par une déviation. Attention à Jaden McDaniels, hein. Attention, joueur de la semaine à l'Ouest.
vous voyez ce que je veux dire? Joueur de la semaine à l'ouest. Le mec, il a 74 d'overall. Ça sent le gonze cheaté de chez cheaté. Et donc, attention. On a vu justement avec Miami tout à l'heure que les Suns, il y avait du talent. Même sans Ayton. Alors, avec Ayton, j'ose pas trop imaginer. Et puis là, c'est Blokorama en ce début de match. On a fait un écart en fait dès le départ. Et cet écart, allez, je peux le dire, on va jamais réellement, joli panier de Garland, on va jamais le perdre cet écart. Cet écart d'une dizaine de points, il va rester tout le match avec toujours une défense à la hauteur, des points un peu faciles en contre-attaque, de la dissuasion et encore une fois, voilà, on donne à celui qui arrive une agilité, ouais, juste génial quoi. Isaac au sommet, mais Brown, Jackson sur les ailes, pas mal. Finalement, celui qui performe un peu moins au niveau statistique, mais ça a l'air de coller à sa personnalité, ou en tout cas à ce qu'on a pu en voir jusque-là. Vous avez vu comme j'ai ciblé la raquette. Celui qui performe un peu moins, c'est Ja Morant. Voilà, en fait. Statistiquement, hein, parce que après, c'est un pur meneur, un meneur organisateur. Il est, c'est pas un meneur qui est omnubilé, Ja Morant, par le scoring. C'est plus quelqu'un qui aime faire jouer. C'est un playmaker, voilà. Et donc c'est vrai qu'en ce sens, il est souvent à la passe hein, avec nous. Il y a souvent de la bonne passe d'ess. Mais dans certains matchs, il est l'avant-dernier passeur, etc. On ne pas les stats spécialement avec lui, comme je pourrais le faire. Quoi. À des moments, je vous avoue, j'en lâche une petite. Mais bon, là, punaise, on a sauté. J'ai eu peur de Paul George à 3 points pour finir, c'est Ferguson qui le rentre. C'était bien la peine, tiens. Alors, vengeance. Vengeance, on va y aller en force. Regardez-moi cette démonstration de puissance de Isaac. Isaac, je vais être franc, il ne cesse de prendre une importance de plus en plus grande au fil du temps. Isaac, il est vraiment, voilà, le joueur, commence à être le joueur que j'attendais en fait. C'est-à-dire avec Bamba, il forme un duo dans la raquette, mais juste monstrueux en fait. Juste monstrueux. J'appelle des systèmes aussi, vous savez, en mismatch là. Celui-là, il est super intéressant de système. Vous servez votre ailier fort qui est face au meneur adverse. Alors, Westbrook est physique, mais bon, face à Isaac, on a vu que même Paul George se faisait quasiment enfoncer. Donc, voilà. C'est une victoire encore une fois. Pourtant, Thunder, ils étaient invaincus hein, avant le match. Hein, donc, pour le coup, victoire significative celle-ci. Avec une contribution de Reddish un petit peu inférieure à sa moyenne habituelle, voilà. Un Westbrook qui a croqué, il a pris tous les shoots. Paul George a presque pas pu shooter. Donc voilà. Chacun pensera ce qu'il veut par rapport à ça. Allez, la star de ce match ensuite contre les Cavs, c'est Cam Reddish que... Ah, c'est pas un match très difficile pour les Pistons, donc on va pas en faire des tonnes, voilà. On a bien compris que ça prend très rapidement le chemin du blowout. Regardez, Tristan Thompson à 3 points, je voulais vous le montrer, parce que très sincèrement, je n'ai pas vu souvent Tristan Thompson tenter des 3 points et même les réussir, bref. C'était la petite blague de ce match, voilà. Grosse adresse, hein. Grosse adresse. Je suis allé chercher du shoot à haut pourcentage dans la raquette. Et puis en plus, on a eu de l'adresse externe. Donc à partir de là. Et puis, on enchaîne avec le dernier match que je vais vous montrer pour les Pistons dans cet épisode. Face à une équipe très athlétique. Holiday, alors... Bon, Nico Batum à la limite, c'est un peu moins athlétique, mais donc Anthony Davis ainsi que Hakimura
dans la raquette. Derrick Rose, avec aussi un backup meneur qui sera Aja Thomas. Attention, bam. Alors celui-là, écoutez, je suis pas pour, c'est pas mon truc de m'enthousiasmer tout le temps pour des dunks, etc. Hein, mais alors celui-là, il est monstrueux. C'est signé Ja Morant parce que il a un jump assez phénoménal, hein, le Ja Morant. Hein. Et bon bah vraiment, j'ai eu du mal à m'en remettre parce que ce dunk il est juste immense. Poster sur Anthony Davis. Bref, voilà, on va le garder en mémoire. Et puis voilà, bah, c'est un match compliqué. C'est un match compliqué dans lequel on est obligé de serrer le jeu en quatrième quart-temps, notamment via des séquences de pick and roll et aussi de grosses défenses. Tiens, le petit Eurostep là de Jaylen Brown pour aller conclure. On essaie toujours pareil de tenir ce match. C'est pas évident. Il faut vraiment faire gaffe parce qu'Anthony Davis. Et puis regardez, hop là, le petit 3 points de Bamba en contre-attaque. Si c'est pas monstrueux ça, si c'est pas monstrueux, ça va aller à égalité et on va avoir le ballon de la gagne. Attention, joli contest de Anthony Davis. Derrière, évidemment, le shoot désespéré ne donnera rien. Ça part en prolongation. Ça part en prolongue. Et en prolongation, écoutez, ça commence pas exactement comme je veux, puisque Anthony Davis continue à nous jouer la chanson. Puis il va y avoir comme ça un moment déterminant. C'est qu'il y a Mo Bamba qui conteste bien. Et dans la foulée, petite séquence qui va nous permettre de trouver l'ouverture. Ils sont pénibles parce que ils ont un deuxième arrière, là, le 12, c'est Rizzy, Whitney comme témoin, qui est super fort. Et il m'a pourri la vie, je vais être franc. Je l'ai trouvé super impressionnant, donc en backup de Holiday, hein, il peut jouer 2-3 le mec. Bref, vraiment une équipe difficile, hein, ces Pelicans. Ils m'ont bien donné du fil à retordre. Et regardez le 5x5 de Mo Bamba. C'est pas souvent qu'on a des 5x5 en NBA. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a vraiment pas souvent du tout. Ok, et alors pour tirer un mini bilan là pour ces Pistons sur une dizaine de matchs, on a évidemment une équipe qui est quand même bien rodée. On a une grosse entente équipe. On a plutôt une défense monstrueuse, un Isaac qui score assez correctement, il est super en 22-7-7, hein, c'est pas mal, hein. Un Mo Bamba à 18 rebonds, 4,5 contre, c'est mutanesque. Sur ces bases-là, je pense que je vais avoir un All-Star. Peut-être même Bamba hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est juste monstrueux. Troisième éval offensive, en fait offensive rating hein, pour être franc. Premier defensive rating. Ok, ça on n'est pas surpris. Ok, donc c'est pas mal hein, tout ça. Et puis pour se quitter, on va sourire un petit peu avec l'évolution des choses du côté de Miami, où Pat Riley il essuie 2-3 camouflés là, juste après sa prise de fonction en tant que proprio. On peut pas dire que ce soit facile. Cette équipe a un peu du mal à, comment dirais-je, prendre ses marques avec ce nouveau roster. Je ne vous cache pas que voilà, si j'ai un poil scénarisé le truc et que j'ai essayé de renforcer ce hit, je peux vous l'avouer maintenant en cette fin d'épisode, pour une raison déjà bien précise, c'est que c'est l'occasion d'avoir sous les yeux pas mal de gens qui vont faire la NBA de demain, en fait. J'ai nommé pour l'équipe du Miami Heat Nassir Little, qui est un prospect qu'on attend vraiment haut, je pense. C'est évidemment du top 10 garanti, et ça peut peut-être même être top 5 suivant les choix des uns ou des autres. Donc Kobe White aussi, qui a la balle là, qui vient de faire une jolie passe à Jake Crowder. Kobe White, il est au Utah Jazz dans la partie. Donc Kobe White, et puis
Sinon, il y a aussi un truc que je trouve super intéressant, c'est déjà de commencer un poil à faire connaissance avec les gens qu'on découvrira eh bien, à l'été 2020. J'ai nommé là par exemple celui qui fait cette action magnifique sur Joe Ingles, Vernon Carey Jr. Alors c'est amusant hein, parce que la classe de draft que j'avais dû télécharger, c'était parti, euh, le mettait au poste 4. Je l'ai déjà vu placé au poste 5. Il est en tout cas intéressant comme joueur, il est intéressant. Wiseman là qui vient de rentrer un shoot à mi-distance. Wiseman c'est quand même quelque chose. On annonce ce type vraiment hyper haut à la draft 2020. Donc c'est intéressant d'avoir déjà ce type-là dans les parties. Autant j'aime bien générer aléatoirement les rookies au bout de quelques années, autant regardez la jolie claquette de Little pour une fin de match hyper serrée avec un Donovan Mitchell qui nous a partousé. Et derrière, qui est-ce qui va nous faire quelque chose de sympathique? C'est Josh Richardson. Mais je peux vous dire une chose, c'est que l'artisan de ce peut-être succès, en tout cas ça sent pas mauvais, c'est Paul Millsap. Il aura été monstrueux sur la toute fin, via des petites fixations poste bas, il a manœuvré mais comme dans du beurre sur certaines séquences, ça a été vraiment monstrueux. Petite passe à l'intérieur là, justement pour Millsap, regardez. Alors ça c'est pour un cut, hein. Voilà, c'est pour un cut au panier de Shai Gilgeous Alexander, voilà. Donc là voilà, c'était pour parler un petit peu de ce match-là, mais je vais essayer dans mes vidéos là qui vont venir, en fait, quelle que soit l'équipe que j'ai, là c'est avec Détroit, mais peu importe, de plus en plus de m'intéresser aux rookies 2019 qu'on va découvrir dans pas si longtemps que ça, et évidemment. Et puis aussi de manière assez régulière à des rookies 2020, parce que, enfin, à des futurs prospects 2020 pour être précis, parce que je trouve que c'est quand même vachement excitant toujours de suivre ces trucs-là. Je regarde pas beaucoup de NCAA, mais par contre, j'essaye vraiment de lire des papiers, d'écouter des gens qui s'y connaissent par rapport à ça, voilà. Et je trouve ça passionnant. À l'Est, quand je parlais de Est irrespirable dans ma miniature, vous voyez, hein, il y a 12 équipes sur 15 qui peuvent prétendre aux playoffs, quoi. Donc, et prétendent pas mal, hein. Par exemple, vous avez des Wizards dont je vous ai pas parlé, qui sont assez monstrueux. Au Knicks, il y a Zion. Enfin, il y a du monde dans beaucoup de franchises. C'est même les Nets là, il faudra faire. On va les jouer dans pas longtemps. Euh, voilà, c'est vraiment une ligue qui est là dans cette partie, je trouve, très forte et où malgré notre équipe qui est limite cheatée, allez ça va, je l'avoue, puisqu'ils ont grandi nos jeunes, elle est très forte en tout cas. Eh ben malgré cette équipe-là, il y a vraiment aucune certitude et c'est pas les 10 victoires de rang au début de saison qui doivent faire croire que ça va être gagné finger in the nose quoi. Allez, bye bye, à plus.